Bon matin, bonjour ou bonsoir tout le monde, et bienvenue à ce 27e épisode des Sommeliers de la lutte. Ici Max Berriard, en compagnie de l'amical Pierre Gastonguay. Comment ça va, Pierre? Ça va bien, l'amical, j'adore ça. Ça doit être parce que ça fait comme 24 heures qu'on est ensemble. On est beaucoup ensemble dans les dernières heures. Quand même, on se côtoie pas mal. Ouais. Ça s'entend dans ta voix que on s'est côtoyé pas mal. Ouais. Est-ce que t'aurais jasé beaucoup hier soir, par hasard? J'ai jasé pas mal, c'était la nuit blanche, on avait parlé d'un épisode, et j'avais 3 spectacles, où j'animais, ce qui fait que c'est quand même beaucoup d'énergie donnée à du public, et beaucoup de voix et de mots dits à travers les cordes vocales. Et là, je le ressens, j'ai la voix qui craque un tout petit peu, un peu moins de punch dans la voix, mais ça fait partie de la job. On n'est pas habitué non plus de faire... c'est ça, on n'est pas habitué de faire 3 shows back-à-back non plus. Là. Fait que tu sais, c'est genre... c'est pas mal parlé pendant 4h30 de temps. Là. Fait que c'était beaucoup de parlage. Pour une personne introvertie qui préfère ne pas parler dans la vie. Les humoristes, nous sommes en manque d'attention, mais nous sommes tous introvertis. Des bébites bizarres. Vraiment. Que nous sommes. Comment a été ta semaine, à part la nuit blanche, toi, mon Max? Ah, ça a bien été, quand même occupé, comme un peu toujours. Moi, ça l'a... on est comme dans des... on sait pas si ça va se concrétiser, mais ça fait 3 ans qu'on est un peu à la recherche de maisons, de quelque chose d'un peu plus grand. T'habites dans la rue présentement? Non, j'habite pas dans la rue, mais j'habite dans un appartement à Montréal. Okay. Et comme vous voyez un peu, tu sais, le derrière, le flou, tout ça, c'est qu'on manque un peu d'espace dans l'appartement. Donc, je suis comme un peu dans la chambre à débarras pour faire l'enregistrement des podcasts. En même temps, ça fait que c'est comme un peu bien isolé aussi. Fait que c'est le bon côté d'avoir plein de boîtes en arrière de moi. Mais mais c'est ça, fait qu'on cherche des trucs. Fait que là, on a visité une maison. Puis là, on va voir si ça fonctionne, et si jamais ça fonctionne, ben on va s'enligner vers avoir un peu plus grand, un peu plus au courant de l'année qui s'en vient. Fait que je vous tiendrai au courant si on a gagné l'offre, mais... Si on te le souhaite, c'est ça qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de crise du logement présentement. Fait que c'est facile, puis c'est le fun là, pour du monde début trentaine comme nous autres. Là, ah oui, dans le meilleur moment. Oui. Je pense que c'est le meilleur moment du marché pour chercher des maisons. Avoir surtout, pas tant d'argent. Surtout des artistes, là, puis du monde qui veulent travailleurs autonomes, qui ont des projets... C'est complexe. Ouais, c'est quand même complexe, mais bon, que veux-tu? C'est la vie dans laquelle on vit. Fait que, exactement. Parlant de projet, moi, de mon côté, avec ma compagnie, la chose que je vous parle de temps en temps, on a le concours LOL, qui est un concours qui existe depuis une dizaine d'années en Ontario. C'est un peu un genre de secondaire en spectacle pour les gens au secondaire, finalement. C'est qu'il faut savoir que les gens qui sont pas au Québec, c'est pas du secondaire, en fait. C'est du secondaire, mais on a une 12e année. Fait que on n'est pas imbécile. Nous, on se rend de 1 à 12. C'est beaucoup plus facile de suivre. On fait pas de 1 à 6. Puis après ça, secondaire 1, secondaire 2. On continue. Bref, parenthèse. Il y a quand même une division dans le sens où il n'y a pas des enfants de 6 ans qui côtoient des enfants de 17 ans non plus. Il y a ça aussi. Ben, ça, il y a le primaire, il y a l'élémentaire qui est le 7 et 8e année, et il y a le secondaire qui est le 9 à 12e année. Tout ça pour dire que oui, le concours LOL, la chose, ma compagnie que j'aime et que je chéris, on a l'extension Est pour tout ce qui est l'Est du Canada, donc tout ce qui est le Québec, tout ce qui est le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse. On a le concours LOL, donc si jamais tu écoutes le podcast puis tu es un ou une enseignante dans un ou une école, je suis pas très bon avec les mots, puis tu te dis, hey, ça serait le fun de faire des activités avec mes jeunes, puis peut-être dans le cursus scolaire, parce que c'est des mots que j'ai appris, peut-être apprendre l'humour avec vos jeunes et apprendre des procédés. En fait, ça rentre très bien dans le cursus scolaire. Ben, on offre ça. Eh oui, apprendre le français en écrivant des jokes. Exactement. Gars, moi, je vais te faire un bon pitch. Là. Fait que si jamais là, vous êtes des enseignants, ou même des étudiants, hein, parce que moi, là, quand j'étais jeune, là, pas grand-chose qui se passait à mon école secondaire. Fait que moi, j'amenais des projets, puis là, je poussais ça. Fait que si jamais t'es comme, hey, ça me tenterait d'avoir d'autres choses que juste lire des vieux livres ou regarder des vieux films ou non, ça me tente d'avoir de quoi qui est plus interactif, plus le fun, plus près de nous.
genre écrire des jokes, apprendre c'est quoi des procédés, hein, parce qu'il y a des procédés, oui, il y en a dans l'écriture de romans, l'écriture de ça, mais il y en a également beaucoup dans les jokes. Ben, écris à la chose. Écris à Pierre Gastonguay. Voilà. Puis ils vont vous amener ça, des belles formations, puis ça va faire que les jeunes aiment apprendre et ont le goût de se lever et aller à l'école. Parce qu'ils sont comme, yes sir, je vais apprendre comment faire des jokes, puis ça me tente peut-être de un jour en faire sur une scène. Je te ferai un transfert Interact pour cette belle promo. Génial. Ben oui, mais puis moi, c'est le genre de truc qui m'aurait passionné quand j'étais jeune, là, évidemment. Fait que, tu sais, ça. Tu sais, tous les genres de jeunes, un peu plus théâtre, impro, tout ça, là, c'est le genre. Souvent, l'école, moi, c'était tout le temps un peu ma critique, là. On mettait beaucoup de sous dans le sport. Ah oui, complètement. Comme de manière démesurée versus d'autres choses qui coûtent un peu moins cher, mais qui peuvent plaire à d'autres types de jeunes, d'étudiants. Fait que ça coûte bien moins cher que genre tout habiller un club de football au complet. Là. Il y a peut-être plus de jeunes aussi qui vont en bénéficier que les 30-40 qui sont choisis dans l'équipe. Des chandails d'impro, ça coûte moins cher que des chandails d'hockey. Non, c'est la même chose, mais pas tout l'équipement qui vient avec. Exactement. Un peu moins. Fait que, génial, ben oui, allez assurément faire ça, parce que moi, j'aurais trippé faire ça quand je suis jeune. Et d'ailleurs, parlant de communication, de le public, et là, je pense que c'est toi de ton côté qui a reçu des petits messages de merci. On est une petite équipe, on n'est pas beaucoup, mais l'équipe qui aime Eddie Kingston, oui, on se tient ensemble. Puis Ellie, Elisabeth, elle m'a texté pour nous féliciter en fait pour nos 1000 abonnés sur YouTube. On s'est rendu, le chemin a été ardu, ça a été difficile, mais on est là. Puis Elisabeth tenait à nous féliciter, donc je te passe le mot. Maxime. Ben merci Ellie. Je vous félicite pour les 1000 abonnés. Puis merci à tout le monde qui est là, qui nous écoute aussi. Ben oui, c'est super, puis on voit vraiment une belle courbe de progression là, présentement, fait que c'est super positif, puis on est super content de ça. Et là, justement, hier, pour nous, c'est pas encore passé, mais pour vous, c'est hier, le pay-per-view de Revolution. Donc, on fera pas tout de suite l'analyse, parce qu'on est avant. Donc, on va sortir l'analyse de Revolution se fera jeudi, dans l'épisode 28. Pour cet épisode-ci, on va faire un retour des 2 dernières semaines parce qu'il y a eu beaucoup de pay-per-view, beaucoup de prédictions, beaucoup de choses. Fait que c'est du 19 février au 2 mars. On va faire un retour de tout ce qui s'est passé pendant cette période-là. Mais avant d'aller dans le greasy, l'espèce de gros sujet plein d'affaires, on va y aller avec nos petites chroniques. Fait que tout d'abord, la chronique. On commence avec la chronique lexique, Pierre? Oui, absolument. Vas-y, lâche-toi lousse. Alors, le mot de cette semaine, c'est le mot jobber. Jobber est un de mes mots préférés, moi, hein, parce que je trouve que c'est un mot qui est facilement, qu'on peut ressortir du contexte de la lutte, même s'il a été créé dans la lutte. Fait que tu sais, c'est quoi un jobber? Ben, c'est un lutteur qui a pas beaucoup d'importance. Qui est comme un peu, qui est comme presque en dessous du low card. Mais on s'entend, il peut avoir, j'aime bien dire le mot jobber de luxe pour des gens comme Dolph Ziggler. Donc là, c'est un peu plus haut, mais lorsqu'on affronte des gens un peu plus haut sur la carte, on va servir de jobber pour faire monter. Fait que le but, c'est d'être sécuritaire, de faire comme, de bien faire paraître son adversaire, de perdre, mais de le mettre en valeur pour que le personnage de notre adversaire, ben, soit plus puissant, soit plus fort. Donc, c'est un rôle que certains pourraient dire ingrat, mais pour les personnes qui le font, ça fait partie du métier, ça fait partie de la job. Il faut des gens qui gagnent, il faut des gens qui perdent. Puis, si tu sers de tremplin à une future vedette, ben, tu sais, il n'y a pas grand monde qui peuvent dire que, hey, moi, un jour, j'ai été le jobber de John Cena. Mais il y en a probablement eu en début de carrière. Puis t'es comme, hey, j'ai quand même été le jobber de John Cena. Batista a déjà été le jobber de John Cena dans la OVW. Bref. Exactement. Puis c'est souvent aussi ça va être un rôle que tu vas avoir en début de carrière. Oui, c'est comme un passage un peu obligé presque. Là. Exact. Fait que c'est une manière safe de commencer aussi à faire de la lutte. Parce qu'on entend quand tu commences, t'as pas un arsenal de mouvements très élaboré. Fait que t'es comme, parfait. On fait des bumps. On reçoit les coups de l'adversaire, on se concentre sur ce 3, 4, 5 minutes-là, puis par la suite, ben, on continue notre progression dans les entraînements. On parle beaucoup de Dolph Ziggler comme le jobber de luxe, comme
Moi, je pense que l'ultime jobber, ou celui qui remplit toutes ces cases-là à la perfection, c'est Shelton Benjamin. Je pense que Shelton Benjamin. C'est le gars qui tu peux te fier dessus, peu importe ce que tu lui donnes, il va être capable de le faire, il va être capable de le donner, puis ça depuis fucking 20 ans. Il est top notch. Puis, ça peut... certains auraient voulu peut-être un règne ou une manière de le pousser un peu plus fortement, surtout au début des années 2000, là, quand il y a eu comme beaucoup de départs, puis que... Il était très Perry, il était avec Brock Lesnar aussi, il était deux personnes qui s'entraînaient ensemble. Ouais, mais même Kurt, il me semble il tournait autour de Kurt aussi, fait que tu sais, c'était quelqu'un qui servait à ces autres lutteurs-là, qui avait une très bonne base de lutte aussi. Bon, pour des raisons X, Y, Z qu'on connaît pas, qu'on n'est pas dans les coulisses, ça n'a pas été fait. Mais oui, non, Shelton, c'est un bon exemple de ça. Puis t'as également, sinon, des personnages qui sont uniquement que jobber, qui vont peut-être même tomber dans le comédie. Donc, à ça, on peut se souvenir James Ellsworth, qui clairement était l'ultime jobber. Puis c'est un peu ça aussi, quand t'es jobber, ton but, on dirait, c'est ta ceinture à toi, c'est de gagner un match. Là. On dirait c'est ça l'arc narratif quand t'es vraiment étiqueté jobber. Puis on se souvient de James qui avait gagné, c'était contre qui? C'était-tu CM Punk? C'était qui? Il avait gagné contre quelqu'un de très gros à l'époque. Ça se peut CM Punk, ça ferait du sens, là, mais je pourrais pas te dire. Il me semble qu'il était parti CM Punk, fait que je suis pas sûr, mais je sais qu'il y avait eu une victoire contre quelqu'un de très... qui était reconnu. Il avait pas eu une feud contre Goldberg, lui? Ah, ben j'avais peut-être eu des petits gags, mais non, je pense pas qu'il y avait eu une feud, mais je sais qu'il avait battu quelqu'un de haut placé quand même. Ouais. On fera... on fera des recherches. Exactement, on définissait le mot jobber, on a sorti sur d'autres choses. Fait que si vous le savez, vous pouvez me mettre dans les commentaires, évidemment, comme à chaque fois. On va vous revenir. Puis d'ailleurs, c'est un supplément d'information, parce que souvent, moi, on me reprend. Puis même moi, je me reprends moi-même. Je réécoute l'épisode, puis je suis comme, ben oui, c'est pas ça que j'ai dit. Puis voici, comme la dernière épisode, j'avais dit United Kingdom pour le clan de Will Ospreay. C'est United Empire. Fait que t'avais raison, Pierre. Ah oui. C'était pas United Kingdom. Je l'avais pas plus nommé, fait que on est les deux là-dedans. Là. Il y a qu'à aller voir dans les commentaires, des fois il y a des corrections sur ce qu'on a dit et des gens qui nous font des précisions. Fait que merci à tous et à toutes. Et on va enchaîner avec la prochaine chronique, qui est ta chronique. Qui le fait mieux, Pierre? C'est quoi le mouvement cette semaine? Cette semaine, un mouvement un peu plus précis ou un mouvement qu'on voit un peu moins, mais que quand même j'aime parce que il sort du lot un peu. C'est le Sling Blade, qui est un genre d'accrochage. Genre de corde à linge un peu réinventé, si on veut. Spinant un peu. Ouais. Il va sûrement avoir une vidéo, une photo quelque part pour vous le montrer exactement c'est quoi. Il y en a pas beaucoup qui le font, mais il y en a 3 personnes qui le font très bien. Qui le fait mieux entre Seth Rollins, Finn Balor ou Penta El0 Miedo? Moi, de mon bord, je vais y aller avec Finn Balor. OK. Je pense aussi de mémoire, c'est le premier que j'ai vu le faire. Sûrement, oui, sûrement. NXT. Ça faisait partie de son répertoire. Puis je trouvais aussi qu'il y avait une belle fluidité. Il sautait très haut sans le faisant. Moi, je vais y aller avec... Il fait un peu comme s'il reste assis, puis il tombe un peu sur le cul. Comme c'est un peu différent que les deux autres. Puis l'époque où il y avait du body painting aussi, je trouvais que ça fitait bien. Avec souvent le body painting qu'il y avait, ou qui c'était comme un peu une gorge ici. Fait que c'est comme un mouvement qui est comme, on dirait, c'était genre un bout de bouche qui venait genre faire le mouvement. D'ailleurs, on va voir, hein, c'est rendu Triple H en charge, mais moi je n'ai jamais compris qu'on n'a pas caché sur ça. Il y avait tellement de possibilités de vendre de la merch de Finn Balor. Avec Finn ça lookait, puis Finn l'a dit, le Demon pour lui il est mort et enterré là. Il veut plus hey, c'est ça, moi c'est quelque en tout cas je trouvais tellement que ça amenait quelque chose qu'il n'y avait pas dans la lutte à ce moment-là, puis qu'il n'y a toujours pas dans la lutte aujourd'hui. Une feud contre Bray Wyatt là, puis on l'a vu un peu, mais ça s'est pas rendu où ça aurait dû être. Mais on a eu malheureusement une c'était-tu les oreillons ont mis fin à ce match de pay-per-view là qui avait été buildé, puis que finalement ça n'a pas lieu. Ben c'est ça, on dirait et tout, hein. Il y a peut-être une malédiction autour, parce que souvent il y a eu des blessures lorsqu'ils se mettent en démon, puis des trucs comme ça, puis là, les oreilles. On dirait que ça n'a pas été chanceux comme gimmick. C'est vrai. Que, moi je vais dire Finn Balor. Le match contre Edge où il s'est complètement ouvert le front. Ouais. Puis c'est juste dans un Hell in a Cell, oui, ça... Ah oui, puis quand il a gagné la ceinture universelle en premier, puis qu'il se blesse dans le match, puis...
Il est en démon aussi. Fait que bref. Ça Ouais. pour dire que moi, je vais mettre Finn Balor pour le Sling Blade. Toi, t'as qui pour le Sling Blade? Mais je vais aller à peu près dans le même sens que toi aussi. J'aime beaucoup ce que Penta... Penta, il donne un petit comme coup de plus à la fin, comme pour comme accrocher un peu plus pour le Petit hook. un petit hook de plus pour descendre son adversaire, comme le faire bumper sur le dos. Ce que j'aime pas, parce que c'est assez violent. Puis vous me connaissez, j'aime les choses violentes. Mais pour toutes les raisons que tu as nommées avec Finn, moi aussi, je pense que je vais aller avec Finn pour qui le fait mieux, le Sling Blade. Finn Balor, je pense qu'il va sortir de là avec la médaille d'honneur. Ouais. Parfait. Ouais, génial. Et vous, qui avez-vous comme gagnant? Je pense pas qu'il y a des lutteuses qui font le Sling Blade, hein? Je pense pas. En tout cas, ça me dirait, mais peut-être si vous avez une, vous connaissez qu'il y a une Ouais. lutteuse qui est dans son répertoire, vous pouvez nous le mettre dans les commentaires. Mhm. Ça va faire plaisir de vous lire. Prochaine chronique, ça va être. On va tout de suite tomber dans l'analyse. L'analyse. Et là, toi, de ton côté, quelle est l'analyse de cette semaine que tu as décidé de choisir? J'ai écouté SmackDown cette semaine, le SmackDown du 1er mars, parce que là, on couvre pas comme 2 semaines. Ouais. Fait que c'est le SmackDown du 1er mars 2024. Si vous nous écoutez en 2026, ça fait longtemps. Fait que, en fait, c'est qu'on a analysé depuis le début un peu la progression du Bloodline, puis la progression de Rock et tout ce qui se passe avec ses belles gens. Fait qu'on va continuer un peu là-dedans, à analyser ce qui s'est passé. Et le Bloodline a complètement pris la première demi-heure du SmackDown. Ouais. On a commencé le SmackDown avec un petit vidéo package du Elimination Chamber. C'est passé un peu dans le Grayson Waller effect. On comprend que Cody et Rollins, leurs liens se sont un peu plus cimentés, puis on comprend qu'ils se soutiennent, qu'ils se supportent, qu'ils sont une équipe. Je vais mettre des gros guillemets, mais ils sont un peu une équipe. Une petite alliance. Oui, une alliance, oui, c'est ça. Peut-être mieux d'une alliance qu'une équipe. Le show commence avec l'entrée du Bloodline. Juste ça, c'est 10 minutes. Mais non, mais sans faire, j'ai calculé, l'entrée de Roman dure 4 minutes. 4 minutes, là, comment... Ça n'a pas l'air long, 4 minutes. Mais un 4 minutes télé, c'est plus que la durée moyenne d'une relation sexuelle. En tout cas, je parle par expérience, là, mais 4 minutes en temps télé, c'est énorme, 4 minutes. Puis comme, il se passe rien, là. C'est 4 messieurs qui rentrent. Qui pointent dans les airs. Puis ça dure 4 fucking minutes. C'est incroyable, le pouvoir d'attraction, de je sais pas quoi. Puis, bref, 4 minutes. J'ai rien de plus à dire. Très long. Puis, c'est une formule que la WWE aime bien avoir aussi avec ses lutteurs un peu plus haut sur la carte. Hein, on se souvient, le premier qui a commencé à faire ça, c'est Taker. C'est comme un peu une manière de combler du temps télé, parce qu'on s'entend, on vend des deals télé, puis on veut que ça soit de plus en plus d'heures de lutte par semaine, puis on est rendu à beaucoup d'heures de lutte. C'est comme, je sais pas. Si on est capable de couvrir un 5 minutes de moins de lutte, puis que c'est juste des gens qui rentrent, comme Taker, comme Triple H aussi, il avait des longues entrées, puis là, maintenant, Roman Reigns est rendu celui qui a la longue entrée maintenant, mais... En production télé, quand t'es dans le background, les secondes comptent, fait qu'un 4 minutes, c'est énorme. Bref, Roman arrive, finit par arriver, là, à un moment donné. Il prend les bouts. Il demande aux gens de prendre conscience de sa présence, d'être conscient qu'il existe. Mais c'est pas aussi bruyant que d'habitude. Comme c'est pas de ma faute, c'est pas moi le problème. Roman est comme c'est pas comme d'habitude, me semble, c'est pas aussi bruyant. C'est pas moi le problème. Je pense que c'est vous. Cheap Heat, c'est correct. On y donne, pas de problème. Puis moi, je trouvais que c'est quand même bien fait parce que c'est une manière de comme. Tu sais, le son, t'as-tu vraiment moins fort qu'avant? Je pense pas. Mais t'es comme lui qui se fâche. Non, fuck you, vous êtes pas assez fort. Mais c'est exactement ce que j'ai noté dans mon document que j'ai en avant de moi. C'est du bon heel work. Comme, c'est textbook. C'est bon, ça fonctionne, ça marche. Il se réessaye une deuxième fois. Il y a des chants Cody qui se font entendre. Roman est un peu en tabarnak. Tente une troisième fois qu'on reconnaisse sa présence. Il y a des huées. Roman est en tabarnak. Puis
il demande qu'on starte son jet. Ouais. Il est pas très écolo. Non, vraiment pas. Roman, lui, comme... Vous faites pas assez Ben, de tu sais, bruit. la lutte, c'est pas reconnu pour être l'endroit par excellence des écologistes, là. On l'a vu en ayant un Daniel Bryan à l'époque qui était champion et qui était Puis qui était heel, top heel écologique. J'avais oublié ça. Ouais, ça, c'est un des moments qui me faisait beaucoup rire de la carrière de Bryan. C'est vrai. Faisait rire. Qu'ils disent les vraies choses, mais que les gens le huent. Et comme, vous consommez trop! Vous arrêtez d'acheter plein de grosses liqueurs! Puis là, tout le monde... Mais un peu à la couleur de Bryan Danielson, Daniel Bryan, Paul, le wise man, parce qu'il est wise, rappelle quand même à Roman qu'il faut qu'il reste, parce que la roche Brock, The Rock, s'en vient. Je sais pas si... c'est peut-être moi là, qui analyse des affaires un peu de travers, mais j'ai l'impression que tout le long de cette promo-là, Roman avait l'air agacé. Est-ce que tu as remarqué ça? Ouais, moi je trouvais aussi qu'on jouait sur... J'ai pas le goût d'être là, puis plus Rock vite ça finit. Tout me tape ses nerfs, comme... Je vais jouer le jeu, mais je suis pas tant content d'être là, finalement. Ouais. J'ai trouvé ça bon. Paul Heyman, là, un bijou national. Oui. Il a fait que The Rock s'en vient, mais après la pause. J'adorais ça. Et parlant de pause, tous les premiers, non, le dernier, c'est quand ta soirée d'humour, c'est là que t'as plug, là, c'est une pause. Ah, c'est là. Ouais. Ben, et la prochaine, c'est le 20 mars, fait que c'est pas tout le temps le dernier ou le milieu, mais là c'est comme le 20, autour du 20, ou dans le milieu du mois à peu près. Fait que le 20 mars, Humour aussi boire la prochaine soirée. Vous pouvez acheter vos billets où vous voulez. Fait que c'est ça. Puis tu sais, on aurait-tu voulu tant que ça ma pub d'Humour aussi boire ou une moins grande entrée au début de Roman Reigns puis pas faire de pub pour enchaîner? Moi, je lance la question à WWE, mais en même temps, eux sont comme, on va mettre une pub au milieu d'un segment, puis ils font de plus en plus ça. Ça, c'est une nouvelle affaire qui avait pas de l'air Vince, puis qui a maintenant de l'air Triple H. Qui me gosse un peu, mais en même temps, je suis comme, gars, c'est votre show, et si vous voulez mettre une pub, juste avant que The Rock arrive. Je l'ai remarqué à Dynamite cette semaine, pendant le match de FTR Kingston contre BCC, il y a eu 2 pauses. Puis 2 pauses rapprochées. J'ai comme, voyons, on calisse, les gars, ça va? Comme, peux-tu juste savoir? Puis c'est un bon match, en plus, on va peut-être en parler tantôt. On revient de la pause. C'est l'entrée de Rock qui dure 3 minutes. 1 minute de moins que Roman, mais quand même 3 minutes. Et je l'ai dit, c'est énorme, c'est plein de temps en télé, 3 minutes. Rock est full on mode lutte. Puis j'adore ça. Il n'y a pas de Under Armour, il n'y a pas de pub, des cheap plugs. Il est là pour être the most electrifying man in sports entertainment. Il est là pour de vrai, puis j'adore ça. La personne qui a le plus de statique dans le corps du business, c'est ça, je pense? C'est tellement ça. Il arrive avec du nouveau linge aussi, hein? Je pense qu'on va... Versace, c'est grosses... mais oui, mais moi, ça me faisait penser un peu à des... tu sais, genre... je sais pas si t'avais ça, mais tu sais, du linge un peu de Première Nation, là, tu sais, avec... tu sais, vieille... Oui. Old school un peu, là, avec... je sais pas si c'était comme des canards qui avaient ces... En tout cas, je trouvais que ça faisait très... je sais pas s'il portait ça dans mon Nawi Willy, mais le personnage qui était issu de la Première Nation, il me semble j'avais un look comme lui. Cet acteur-là que j'ai jamais revu, sauf il fait un personnage dans Grey's Anatomy saison comme 3. Puis je suis comme, c'est le monsieur de Free Willy. T'as-tu déjà écouté en français? En français québécois? C'est dégueulasse. La voix de ce monsieur-là, de Première Nation, a une voix ultra québécoise, cliché, mais c'est pas plus, tu sais, Première Nation, ultra québécois, cliché. Juste... Mais ils ont décidé qu'on va donner le pire accent québécois de ben là, toi, qu'est-ce que tu fais là? Puis, c'est tellement... Moi, ça m'avait marqué quand j'étais un enfant. Genre, ils parlent bien. Ils parlent pas comme ça, les gens. En tout cas, enfin. C'est incroyable. Très belle parenthèse. Nos parenthèses sont de plus en plus le fun. Ouais. Fait que Rock arrive 3 minutes plus tard.
La chanson arrête, la foule réagit. Puis comme lutteur, tu peux essayer de prévoir ce que la foule va faire, mais pas vraiment non plus. Puis, tu sais, Rock, il est incroyable. Il prend 2 secondes, il palpe la foule, il prend le pouls des gens, il analyse c'est comme... Il est vraiment bon, là. Il est très bon. Puis toi, c'est ça, dernier épisode, t'étais comme un peu flabbergast de le vivre live. Puis je pense que cette promo-là a dû encore t'impressionner. Mais moi, c'est ce que j'ai pris comme note, comme... Il réinvente rien, là. À la limite, c'est pas tant bon. Mais il fait tellement bien. Il y a une exécution dans ce qu'il fait parfaite. Parfait. Comme il va chercher le pouls des gens, puis il va réagir à ce qu'on lui donne. Fait que... Puis tu sais, ça, c'est des notes qu'on peut se donner, nous, comme humoristes, en faisant comme... Ben, faut faire ça aussi. Il faut réagir. C'est incroyable. Puis c'est tellement... Il dit rien, là. 18 minutes de rien. Il dit rien. Mais calisse que c'est bon. Fait que c'est ça. Il analyse la foule, les gens. Réinvente rien, je l'ai dit. C'est le fun, on avance dans ma chronique sans même que j'aie à lire mes affaires. Rock arrive avec une bonne nouvelle. Oui, c'est vrai, il y a une bonne nouvelle. La ville de Glendale, en fait, c'est la ville de Phoenix, en Arizona, qui a le taux le plus élevé d'utilisation de cocaïne et de méthamphétamine. Yeah! Bon, on comprend pourquoi Mike Ribeiro aimait jouer en Arizona. Effectivement, il y avait... il a changé pour... c'est ça, il a changé pour des nightlife à Montréal à d'autres sortes de nightlife avec le même genre de choses. L'autre bord. Un talent et des mains incroyables, mais des narines aussi. Je vais pas entrer dans les détails des mots que Dwayne a utilisés, là. Sans face, allez juste voir ce qu'il fait, c'est incroyable. Mais en gros, Rock pense que toutes les madames présentes veulent un bout de sa roche. C'est ce qu'il dit. Exact. C'est ce qu'il dit. C'est pas mal ça qu'il dit. Ouais. Ils veulent, tout le monde veut parce qu'il dit Cody veut un one-on-one contre The Rock, mais il est pas tout seul. Toutes les madames veulent un one-on-one avec la roche à Rock. C'est bon. Puis il va pas... Ben, tu sais, Rock va pas faire ce qu'il ferait aux madames parce qu'il va pas l'affronter un contre un, Cody. Lors de la première soirée de WrestleMania extra large, c'est un tag match contre Cody et Seth. Cody 7 contre Roman et Rock. Si le Bloodline gagne, en fait, si Rock et Roman gagnent, en fait, le Bloodline ne sera pas présent pendant le match. Exact, grosse! Là, on va se faire une petite parenthèse ici, parce que là, grosse annonce que j'aime, que je trouve intéressante. D'ailleurs, c'est un petit peu avant qu'il l'annonce, j'ai bien aimé aussi son... quand il joue avec Solo, puis qu'il fait le point. Ça, c'est Solo avec son happy face. C'est super drôle. Il a pas l'air content, mais il est content. Là, c'est bon. Là. Exact, c'est ça. Ça, c'était très drôle. Puis c'est ça, la stipulation, moi, j'aime au niveau du booking. Puis c'est ça qu'on se disait au début, quand on a commencé à switcher l'angle pour pas avoir Reign Rock à Mania, mais plus Cody. Ça ouvrait vraiment plein d'opportunités. Puis ça, c'en est une excellente parce que ce match-là peut aller partout, là. Et ça rend imprévisible le match du lendemain. Parce que ça peut être que Cody gagne, donc le Bloodline n'y sera plus. Ça peut être que le Bloodline gagne. Ou soit il gagne son histoire clean parce qu'il a gagné le match avant, ou contre vents et marées, il finit son histoire. Il gagne en perdant. Puis ça peut aussi amener peut-être Rock qui, à l'intérieur de ce match-là, se retourne contre le Bloodline, tombe dans le Bloodline qui tourne contre lui parce qu'on voit Roman exact. Tout est ouvert. J'adore ce qui se passe en ce moment. Là-dedans avec sa valise qui pourrait s'en aller. Seth Rollins qui pourrait tourner, tout peut fucking se passer. C'est incroyable. J'adore cette stipulation-là. C'était très drôle, très bien fait. Puis la manière qu'il dit, il est comme c'est ça, tu sais, advenant qu'on gagne, ben là, le Bloodline contrôle tout. Le lendemain. Puis là, c'est là qu'il est... Solo pourrait même chanter l'hymne national. Quelle ligne incroyable. C'est que ça m'a fait rire. Mais tu sais, c'est ça, un The Rock qui est comme... Lui, il va faire ça. Lui. C'était bon. C'était tellement bon. The Rock Unleashed. C'est un film. Ça fait un film là-dessus. The Rock Unleashed. Exact. Puis, en tout cas, tu sais, il est comme... il a aussi mis un peu son autorité d'être à la table du board.
en disant, tu sais, je m'en fous, là, moi, ce que d'autres Triple H personnes... mange la merde, il l'a dit, là, mange la merde. Exact. Puis là, t'as un Chen Triple H. Fait que, tu sais, ça et tout, ça peut venir rentrer dans l'histoire parce que là, hey, il décide d'un match à Mania, du main event, probablement de la première nuit. Il décide de la stipulation sans que le Booker en chef. Fait qu'il y a comme et tout cet angle-là d'histoire qui se construit. Fait que ça se construit à plein de niveaux. C'est super bon. Bravo la WWE. Ça fait... je dis que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ça prend des notes clairement, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça à WWE. Puis je pense que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était l'an dernier avec le Bloodline, avec l'histoire de Sami Zayn. Que c'était aussi bien écrit, tout ça. Ouais. Fait que non, j'adore, ça s'en va. Fait que je te laisse terminer. À partir de là, il n'y a pas grand-chose à dire autre que The Rock a voulu faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire demander aux gens s'ils sont capables de sentir ce qu'il est en train de cuisiner. Exact. Mais avant d'être capable de dire ça, il y a une main qui vient se poser sur le micro. Oh! Et là, c'est rare que The Rock va se faire interrompre comme ça. Et là... Il a presque mal pris. Exact. Comme cette tension-là, là. Oh, c'est bon. Et tout le long qu'il y avait l'annonce de The Rock, tu voyais des takes un peu Triple H, pas Triple H, de Roman Reigns qui... Il était comme, ah ouais, ok, ben, tu sais, il est comme d'accord, mais ça le gosse que c'est pas lui qui lead, là, tu sais, ce plan-là, puis qui se fait un peu leader. Il y a je me souviens plus exactement dans quel ordre ça s'est passé, mais c'est-tu là qu'il a fini sa catchphrase? C'est à la toute fin, ça. Fait que ça, c'est avant, il a demandé. Avant, il a demandé s'il peut le confirmer. En fait, Roman a demandé à Rock, est-ce que tu peux me confirmer si tu t'es conscient que je suis bel et bien là? J'ai pas encore trouvé exactement comment Acknowledge Me, là, j'ai pas trouvé exactement le. En tout cas, j'essaye, là. Et là, ça et tout, encore dans la construction, c'est parfait. On met des tensions partout. C'est bien fait, c'est bien écrit. Puis, et là, qu'est-ce qu'il fait de Rock? Est-ce qu'il fait un turn? Est-ce qu'il devient face? C'est ça! On ne sait pas! On sait pas, mais dans ce segment-là, il décide qu'il va pour ceux que les fins yeux-teux, il a pointé avec le pouce. Ouais, encore une deuxième fois. Mais il a rentré. Fait ça. Exact. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut sûrement rien dire, là. C'est lui qui s'amuse avec lui-même, sûrement, là. Ouais. Je parle pas de masturbation, là. Ok, je suis bien... Je m'excuse, la gang. Grosse fin de semaine, on s'est couché tard hier. Mais ça veut sûrement rien dire, là, mais j'ai beaucoup aimé quand même qu'il a pris le temps de quand même lever son doigt avec le pouce puis de rentrer le pouce. C'est niaiseux, là. C'est des geeks comme toi puis moi qui remarquent ce genre d'affaires-là, mais je suis comme, il y a peut-être quelque chose en arrière de ça. Bref, très belle. Puis lors de la caresse, une fois qu'il a acknowledge, puis oui, on est des cousins, t'es mon tribal chief. Il y a une take de caméra superbe, là, de comme... La réalisation, j'aime beaucoup la réalisation ces derniers temps de Triple H et des caméramans là, qui prend en tout cas, le directeur artistique, là. C'est le nouveau Dunn qui est là, puis ça paraît. Non, mais c'est plus lui, exact. Puis le nouveau directeur artistique aime bien ça. Fait que, on passe du côté de Rain, on amène la caméra de l'autre côté. Fait que là, on voit la face de Rain. Et là, qui qu'on a pas en background? Paul Heyman qui vit toutes ses émotions les plus incroyables. Puis c'est une take qui dure même pas une seconde, là. Juste Heyman, mais il est parfait dans la take. Bien positionné, sa belle face. Qui est touché par voir ça. Qui me fait rire pour Heyman. Ce qui est bon, là. Un bijou. Puis c'est ça. Puis toute la réalisation. Bref, tout ça est extrêmement très bon. On est très chanceux de vivre ça. Ça fait longtemps que j'ai pas été aussi excité par un WrestleMania, par un main event de WrestleMania. Je suis un gros... Je suis vendu AEW parce que ça me rejoint plus comme produit. Mais j'ai pas écouté Collision. Puis j'ai eu de la misère à finir Dynamite cette semaine. Puis SmackDown, un pet. Ça s'écoute super bien. Juste pour dire comment le produit est... c'est bon, en tout cas. Et oui. Et ça se termine avec un The Rock qui fait « Est-ce que vous sentez? » et qui donne le micro à son chef. Et Reign qui termine. Parce que le Bloodline cuisine. Et ça, c'est vraiment intelligent parce que ça fait que les gens ne peuvent plus sentir parce que là, c'est pas The Rock qui fait le catchphrase, c'est The Reign. Ils ont le vrai hit. Alors que... Puis c'est bravo à The Rock aussi, tu sais, d'avoir l'humilité aussi de dire « Hey, j'accepte de pas être over, puis j'accepte de pas faire mes catchphrases. » Puis anyway,
ou qui est rendu dans la vie. Je pense qu'il n'y en a plus besoin, mais... Il serait encore plus over en essayant de ne pas être over. C'est ça la magie de tout ça. C'est là qu'on voit le respect qu'il y a pour cette industrie-là. Il réussit à rentrer dans ce personnage-là puis faire comme « Hey, j'y vais à 100% pour le produit. » Exact. Puis si éventuellement il y a un turn, ça va juste être encore plus puissant. Puis en tout cas, puis j'adore qu'on le mette dans un tag team à WrestleMania parce qu'on va être capable de cacher quand même le fait que ça fait 10 ans qu'il n'a pas lutté. Puis il y a 51 ans, je pense, Monsieur Dwayne. Fait que on s'entend. Là, il va être avec 3 lutteurs qui sont capables aussi là, de... Tu sais, lui, il peut lutter 2-3 minutes du match, puis on va être content. Là. Ben oui, tu sais, à la lumière de ce qu'on va voir ce soir avec Sting, j'ai hâte de voir ça en tabarnak. Oui, j'imagine que ça va être un peu la même façon où on va comme camoufler... Vous savez exactement. Il y a 64 ans, il se pitch encore partout. Moi, je suis sûr que Sting va faire des spots. Il va mourir à soir! Si ça arrive, ça va mal vieillir, ce steak-là. Il va mourir à soir! Surtout que l'épisode sort tout ça. Là! Pis il sait! Fuck! Il a 63 ans! Il 64! Il y a 64! 6-4, Pierre! Ça n'a pas de bon sens! En tout cas, genre, j'ai vraiment hâte pour ça, mais tout ce qui se passe dans la WWE, hey, tu m'as fait rire, mon gars. C'est excellent, belle promo. Merci. Et j'ai hâte de voir ça s'en va où, puis ça peut aller partout, fait que bravo, la WWE. Bravo. Et on va enchaîner avec justement nos dégustations de la semaine, après ce fou rire. On va y aller parce qu'on a beaucoup de shows, hein, c'est du 19 jusqu'à un bout, fait que tout d'abord, on avait le... 19 jusqu'au 2 mars. Jusqu'au 2 mars, c'est ça. 19 ou whatever, là. Fait qu'on commence avec le 19, la promo du 19, le Raw du 19, qui est un petit Raw quand même, parce qu'on n'a pas noté grand-chose qu'on a aimé. Mais c'est le Go Home Show du... Pas le Go, ben le Raw avant Elimination Chamber. Exactement. L'entrevue avec de Jackie avec R-Truth, où R-Truth a un poncho puis il marche dehors. C'est un genre de... Un peu comme Paul Arcand faisait là, il y a une couple d'années, où ils vont juste marcher dans un parc. T'as R-Truth qui dit de la sauce. Là, c'est bon, c'est drôle. Ça fait 2 semaines, j'ai pas de mémoire, je me souviens pas exactement. Mais c'était drôle. C'était très drôle. Ouais. Et il n'y avait pas de match qui nous a marqué malheureusement dans ce Raw-là. Fait qu'on enchaîne tout de suite une cour dégustation avec le Dynamite. C'est le Dynamite par la suite qui est issu du 21 février. Au niveau des promos, on a la promo entre Christian et Garcia qui venaient installer leur match pour AEW Revolution. Et là, on est revenu au classique avec Christian qui dit qu'il aimerait ça être le père de Daniel Garcia. Ça a été une promo bien faite compte tenu des circonstances. C'était un changement, si on veut, de plan parce que on s'enlignait vers Copeland. Fait que on est revenu avec dans les pantoufles et juste faire une histoire autour du père décédé. Je vais prendre sa place. Exactement. Fait que moi j'ai bien aimé petite promo bien efficace les deux. Autre que ça, au niveau des matchs, au niveau du 21 février, le Dynamite, on avait FTR contre BCC dans un combat. Un combat qui poursuivait leur feud. Mais on pourrait tout de suite embarquer dans le Dynamite du 28 parce qu'il y a une continuité dans tout ça où on s'en va clairement dans ce qu'on va voir pour nous ce soir qui est pour vous hier à Revolution. Il y a eu FTR contre le BCC, donc c'était un tag match 2 contre 2 et au Dynamite du 28 février, donc la semaine après, ça a été FTR et Kingston contre le BCC. Donc Danielson, Moxley et Claudio Castagnoli contre FTR et Eddie Kingston. Fait que c'est juste parce que à Revolution, il va y avoir BCC contre FTR et il va y avoir Kingston contre Danielson. Brian Danielson. Puis c'est juste une belle continuité de l'histoire ou pendant le match. Pendant le match, ils nous ont montré exactement le potentiel qu'ils peuvent nous montrer pendant le pay-per-view. Ça a été très long et très laborieux comme phrase, mais je trouve que c'est très bien monté, puis c'est très bien fait. Il n'y a pas de promo, il n'y a rien, c'est des matchs qui nous montrent le potentiel d'un pay-per-view. Et moi, ça me l'a vendu. Ces 2 matchs-là, ça me l'a vendu. C'est autant pour les 2 Dynamite du 28 et du 21. Voilà. Parfait. C'est tout. Puis, et c'était pour le 21. C'est le seul match qu'on s'est noté, nous, de notre côté, qui vaut la peine d'être regardé. Fait que
Vous irez regarder si c'est pas déjà fait. Ça vous direz s'il y en a d'autres. Ensuite, on enchaîne avec le SmackDown. Avec le SmackDown un peu go home avant l'Elimination Chamber. Il n'y a pas grand-chose. On s'entend. Tout était préenregistré. On essaie... Les mini critiques, mais tu sais, on essaie de vendre des blessures de... Puis il y a Kevin Owens qui en a parlé pendant un des segments, mais tu sais, genre, on a essayé de vendre la blessure à Bobby Lashley, qui se fait attaquer au bras, et que le lendemain, il a mal au bras. Mais tu sais, tout ça, tu sais que ça s'est pas passé la veille. Pis... Mais là, on essaie de garder le kayfabe que, dans le fond, la planète est peut-être... Cette ligne-là de kayfabe, je la trouve weird un peu, comme tu dis. Comme on le sait que c'est préenregistré... Mais en même temps, tu veux hyper ton pay-per-view. Fait que ce bout-là, je comprends. Ouais. Puis tu sais, c'est ça. Puis dans le match, justement, pendant le match de Drew McIntyre et LA Knight, qui était comme un peu... T'avais Logan Paul et Kevin Owens les quatre étaient dans la chambre d'élimination. Ouais. Et t'as justement, tu sais, Kevin qui dit « Hey, ça va être demain matin, le pay-per-view. » Puis là, Kevin qui fait « Hein? C'est demain matin? » Puis là, il est comme... Ah ouais, ok. Puis là, tu sais, il a comme rattrapé ça en disant ah non, mais c'est bon, j'avais oublié à cause du décalage horaire. Mais tu sais, le décalage horaire, il est pas de leur bord. Mais tu sais, ça m'a quand même un peu fait rire, tu sais, que KO le souligne. Parce qu'il aime toujours souligner un peu les erreurs comme ça de kayfabe. KO est comme c'est le Deadpool de la lutte. Là, il brise un peu le quatrième mur. Là. C'est très bon. Puis par la suite, il y a eu lui et Paul se niaisaient un peu sur le fait que des médias sociaux, puis que dans le fond, Kevin disait, ben moi j'aime ça, ne rien liker, puis que j'aime rien, puis c'est bien correct. Moi j'aime ça, ma vie, puis sans les réseaux sociaux. Puis là, tu sais, Logan Paul l'insultait avec des références à, par exemple, Squid Game, des trucs comme ça. Puis là, Kevin est comme, je comprends rien de ce que tu dis, je comprends pas tes références de réseaux sociaux. Tu l'aimes-tu, toi, Logan Paul? Je l'haïs, mais il me fait rire. Il me divertit. Il y a aussi un moment dans le match que Drew fait juste comme passer par-dessus la troisième corde en se donnant un petit swing avec la corde. Puis là, t'as KO qui oversell ça, qui est comme wow, un slingshot par-dessus la troisième corde. Puis c'était incroyable, ça m'a fait beaucoup rire. Puis lorsqu'il y avait des coups et que les gens criaient yes, 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 KO lui criait oui, affirmatif, correct, positif. Au lieu de yes, fait qu'il disait plein de manières de dire yes différentes. Fait que ça et tout, ça m'a bien fait rire lors de son analyse aux commentaires. J'aime beaucoup que présentement, il y a un KO qui donne des commentaires et qui est excellent. Et t'as Daddy Magic de l'autre côté qui donne des commentaires. Et à noter que les deux lutteurs sont de la même cohorte de la du dojo de la IWS, ou à peu près, là, sauf erreur, là, sont à peu près dans les mêmes années. De graduation, je sais pas, là, mais ils ont commencé à peu près en même temps au Québec, à la IWS. Fait que j'aime beaucoup ça voir un peu comme l'effet miroir de deux gars qui viennent d'à peu près de la même place, puis que les deux en commentaire sont vraiment. Puis si, tu sais, dans son après-carrière, lorsque le corps ne suivra plus pour les matchs, j'aimerais bien, si lui il veut également, d'avoir commentateur, parce que je pense qu'il est excellent dans ce rôle-là. Il est très divertissant. Pour un peu le gars colorful, puis il peut bien jouer aussi avec les storylines. C'est le genre de gars que lui, il essaie de le faire beaucoup avec Michael Cole, mais s'il est dans ce rôle-là, j'ai l'impression qu'il va avoir beaucoup de dynamique avec les lutteurs dans le ring. Il pourrait mettre quelqu'un over juste en commentaire, tellement il est capable de le faire. Oui, je suis d'accord à 100%. Fait que c'est ce que j'avais noté au niveau des... J'ai dit une promo, mais c'est à l'intérieur d'un match. Fait que vous pouvez en même temps écouter le match de Drew contre LA Knight. Autre que ça dans les matchs, je pense qu'on n'en avait pas d'autres dans les matchs du SmackDown. Non, on n'en a pas d'autres dans nos notes. Fait qu'on va enchaîner. Fait que là, il y avait l'Elimination Chamber. Par la suite, on tombe au Collision pendant qu'il y avait l'Elimination Chamber. Ce Collision-là, du 24 février, on a bien aimé moi, j'ai bien aimé le Sammy Guevara contre Hobbs, qui était un spot fest de table. Là. On faisait juste... one table, on sortait des tables, on les défonçait. On sortait des tables, on les défonçait. Quelques spots un peu dangereux à la Sammy aussi, là, que des fois, je suis genre, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? C'est pas parce que tu fais ça avant de faire un move dangereux que ça excuse ce move-là. T'sais. Exact. Je pense qu'il se met sur le top d'une échelle, saute à travers l'extérieur du ring, tombe sur des tables. Je suis comme, oh là là, c'est quand même juste un collision. Oui, ça. T'as un enfant, calme-toi, là, comme tabaslac.
Fait que, Hey, mais tout un match quand même à regarder. Oui, absolument. Moi, je veux m'excuser. J'ai pas pris le temps d'écouter Danielson contre Juan Akiyama. Toi, C'était très... t'as bien aimé, ouais? Moi, j'ai bien aimé. C'était très technique comme match. Puis j'ai bien aimé le... Parce qu'on est un peu sur cette construction d'histoire où Bryan Danielson va contre des lutteurs qu'il respecte beaucoup. Mm-hmm. Puis... Une checklist, là, clairement. Là. Une checklist, exactement. Sauf que après le match, j'ai bien aimé la construction d'histoire où il voulait donner la main à Akiyama. Et il donne la main, effectivement. Mm-hmm. Sauf que là, Kingston a interagi, il se met à insulter Kingston, il y a un petit peu de beatdown, puis là, Akiyama vient un peu s'interrompre, et là, Bryan ne le prend pas et lui fait un low blow direct dans le pelvis. Dans le pénis? Dans le pelvis. Ah, ouais, pelvis. direct dans le pelvis. Puis, fait que là, ça faisait comment il est respectueux. Tu sais, j'aimais cette construction-là, ça permettait de mettre Kingston plus face. Parce que Bryan, c'est ça, il clairement va être le heel dans le match, mais il est quand même bien apprécié du public. Fait que c'était comme une manière. Puis le match, c'est ça, c'est très technique. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'on. Tu sais, plus qu'on en voit avec la. Tu sais, moi, je regardais moins la New Japan à l'époque, mais plus je vois des lutteurs de la New Japan, plus je comprends comment tu peux avoir une longue carrière au Japon. Oui. Parce que le rythme. Tu sais, certains vont dire que c'est lent, mais en même temps, ça fait que c'est très sécuritaire. Ça fait qu'on se concentre sur une histoire un peu racontée à travers les matchs. Ouais. Et que c'est pas du bump non-stop. 100%. Comme c'est un peu plus, soit au Mexique ou aux États-Unis, c'est également rendu un peu comme ça. Fait que, on dirait que j'apprécie de plus en plus ce type d'alcool, mettons. Genre... Ah ben, vois-tu, c'est là que je m'en allais. Si je fais j'essaie de faire une genre de, pas une comparaison. La lutte au Japon s'écoute avec un thé, puis la lutte américaine s'écoute avec un café. Fait qu'il y en a un qui est un peu. On n'a pas dire un Red Bull dans certains cas. Ou un Red Bull dans certains cas. Ça, c'est le Mexique. Ça, c'est ça. Mais juste pour dire que faut juste le prendre plus smooth. Puis un moment donné, ça va monter. Puis ta théine va kicker. C'est juste un peu plus long que la caféine qui te rentre bam, direct dedans. Exact. Mais tu sais, c'est quand même un type de match que quand c'est des gens qui ont moins d'expérience, peut être plus déplaisant, mais lorsque tu vois des très bons lutteurs qui sont capables de worker, qui sont capables de faire un storyline, un storytelling, si on veut, à l'intérieur de leur match, mais la lenteur est moins négative que lorsque c'est quelqu'un qui est moins bon un peu. C'est peut-être pour ça qu'au Japon, les Young Lions vont avoir 4, 5, 6, 7 ans de training avant d'avoir un personnage, avant de monter pour justement être capable d'arriver avec une certaine expérience, avec un certain niveau d'aptitude pour être capable d'appliquer ce genre de lutte-là, pour être capable de représenter le produit. Exact, parce que tu peux pas tant te cacher derrière tu sais, ton mauvais acting peut être caché quand t'es bon lutteur, acrobatique, tout ça. Mais il peut pas être caché dans un style plus lent ou c'est plus des coups, tu vends tes sells, tu vends le combat de cette manière-là. Et c'est pour ça que souvent, les lutteurs qui ont plus d'expérience, un peu plus vieux, sont capables de moins en faire. Mais moi, je les apprécie plus parce qu'ils sont capables de mieux me vendre une histoire. Fait que le Danielson contre Akiyama, c'est un bon exemple de ça. Très technique et très, très bien vendu dans sa lenteur. Je vais vous avoir, tabarnak. Ben oui, mais ils m'ont tranquillement pas vite. Bravo, Tony, dans Bouquet, parce que t'es en train de m'avoir. Ensuite, on s'en va vers le Raw. Le Raw du 26 février. Fait que le Raw de la semaine dernière. On avait la promo de Drew McIntyre et de Seth Rollins, qu'on a bien aimé. Encore une fois, le call sur CM Punk. On sent vraiment qu'on construit un peu l'histoire lorsque Punk va être de retour de blessure. Joe qui dit moi je suis pas faible comme lui, oui je me suis blessé durant le match d'Elimination Chamber mais je suis là à soir, je suis pas CM Punk. Drew fait du bon travail là. Il fait un peu un pipeline, il s'assit les jambes croisées pour rappeler les promos de CM Punk. On sent vraiment que oui il s'en va contre Seth Rollins, mais probablement qu'après, et peut-être ça sera avec la ceinture, peut-être ça sera sans la ceinture, mais la rivalité qui va suivre sera contre CM Punk lors de son retour. Puis un petit call aussi sur le fait qu'il est straight edge, CM Punk. Fait que vu qu'il est straight edge, pour célébrer sa victoire de l'Elimination Chamber, ben, il a bu 2 fois plus
pour compenser. Vu que Punk n'a pas bu au nom de sa victoire. Je me souviens pas de ça, c'est bon. Ouais, c'est ça. Puis par la suite, Rollins qui arrive, qui dit qu'il faut mettre fin au Bloodline. Fait que, tu sais, on se trouvait sur plusieurs plans. Fait que demander un peu à Drew, tu sais, de comme être un peu dans leur équipe ou dans leur alliance pour défaire le Bloodline, parce que sinon, ben, le Bloodline, s'il gagne lui, ben, il va être juste la prochaine victime du Bloodline. Éventuellement, il va vouloir ravoir encore toutes les ceintures, tout ça. Et Drew, il était plus du côté ah oui, c'est vrai, tu sais, je veux pas qu'il intervienne, mais avec le personnage qu'il y a présentement, peut-être qu'il n'irait pas ça, une intervention du Bloodline dans son match, vu que Rollins commence à être dans les pattes du Bloodline. Fait il dit ça, mais c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai avec le personnage en ce moment? Un méchant clean, mais qui prendrait quand même une intervention peut-être. Ben, tu sais, on l'a peu vu, il a un peu profité des interventions dans l'Elimination Chamber pour sa victoire, puis il s'est pas dit, ah non, mais là, parce que Logan Paul a donné un point américain, ça vaut moins. Un peu la même chose. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur un Drew qui comme vend un peu sa noblesse, mais quand ça l'arrange, il va prendre les tricheries ou les petits raccourcis que les autres lui donnent. Fait que, non, une belle promo entre les deux qu'on se souvient. Puis, qu'on le dit depuis quelques semaines, là, je trouve vraiment que Drew, il a trouvé... il y a un beau personnage présentement. Il y a vraiment un beau personnage, c'est très bon. Puis Rollins, ben, continue de bien construire son histoire. Il est très très bon. Fait que c'était la promo. On avait également la promo de Gunther ainsi que de Judgment Day. Peux-tu y aller où ta mémoire te fait défaut? Ma mémoire, clairement, me fait défaut. Tout ce que je me souviens de ça, c'est juste... Sami qui veut un titre, une chance au titre aussi. Ouais, ben en fait, tout le Raw se construisait vers qui va avoir la chance au titre à Mania pour la ceinture de Gunther. Oui. Et là, on a eu la promo avec le Judgment Day qui disait hey, nous on la veut, on va mettre Dominique, notre représentant, il veut la IC. Là, on s'attend peut-être à un 4-way à Mania, là. Exact, c'est ça. Puis là, tu sais, le Gunther qui réagissait un peu en disant ah, c'est qui de votre équipe qui va la vouloir? Sûrement pas celui qui a une grosse tête, juste là en parlant de JT McDonough. Et par la suite, on a eu également une petite promo de Sami qui vous disait ah, peut-être que je m'alignerai vers ça. Et également Gable qui était voir le directeur général pour lui demander lui aussi d'avoir une chance à la ceinture. Fait que j'aime où ça s'en va. Est-ce que ça va être un match à plusieurs pour la ceinture ou il va y avoir un match à plusieurs pour décider du numéro 1? D'après moi, vu que c'est Mania, je m'attends à un match à plusieurs autour. Peut-être même un match à échelle à voir. On aime bien ça, en mettre un à Mania. Peut-être que ça sera le match à échelle de Mania. Pas pour la IC, pas pour l'Intercontinental. C'est le work, c'est le titre de lutte, c'est le titre de lutteur. Ouais. Je comprends, mais moi j'analyse ce qu'on me donne. Moi, avec ce qu'on me donne, je suis comme on commence à mettre beaucoup de prétendants qu'ils veulent. Puis Gunther est calmement en mode il n'y a plus personne à ma hauteur. Puis c'est le même qui va tomber. Puis je suis d'accord avec les contendants, là, Sami, Gable, Dom. Ben, il y a peut-être un Braun Breaker qui viendra s'ajouter aussi à tous ces gens-là. Je le prends. C'est un match à 6, là, mettons. Avec des. En tout cas, c'est sûr que c'est pas dans le style de Gunther, ce genre de match-là. Gunther dans un match d'échelle pourrait quand même être bon. Je le verrais calisser Dominique comme en bas de 20 pieds d'échelle. Ouais. Mais bon, sinon, ça sera plein de matchs de qualification qui amèneront à un gagnant. On va voir si ça s'enligne vers où. Mais j'aime bien ce qu'on fait parce que ça mène de l'importance au titre que pendant certaines périodes, on n'a peut-être pas autant. Et là, pour l'instant, on sent vraiment que la ceinture intercontinentale est très importante et elle a beaucoup de valeur. Ben, c'est parfait, c'est exact. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour tous les titres. Fait que ça, c'est très bon. Au niveau des matchs... Il n'y avait rien. On n'avait pas de match qu'on a aimé, fait que c'était plus des promos. Un Raw de promo. Absolument. Pas de match qu'on a apprécié pour cela. Alors, on enchaîne vers le... On en a un peu parlé, on a déjà commencé avec le Dynamite du 28 février. Puis on a déjà parlé du match avec la BCC et FTR Kingston. On a également eu un Atlantis Junior contre Chris Jericho. Ouais, et là, j'ai aimé ça. Ben, c'est un des bons matchs. On s'entend que Jericho est capable de faire ce qu'il est capable de faire. Mais j'ai bien aimé, moi, ce match-là. Et j'aimais l'histoire racontée parce que Jericho, lorsqu'il a commencé sa carrière au Japon, il s'est battu contre le papa d'Atlantis Junior. Il a pris un peu sous son aile ou qu'il a un peu mentoré. Un peu aidé, puis ça a été raconté. Puis là,
Exact. Puis là, c'était comme cute de faire comme la nouvelle histoire où là, c'est Jericho qui est le vétéran et qui prend sous son aile le jeune Atlantis. Donc, beau petit match. Ça a bien mis en lumière aussi le jeune. Ça devait être quand même impressionnant de se prendre contre un Jericho lorsqu'on est quand même en début de carrière comme ça. Mais ça m'a fait beaucoup rire la phrase de Taz qui dit I'm not a fan of a second generation wrestler. Je suis pas un fan de lutteur de deuxième génération. Calisse que ça m'a fait rire. Là. Ouais, vu que son fils en est un. Oui. Et j'ai bien aussi la fin qu'on voit pas souvent, mais qui est Spur de lancer la serviette. Alors, on avait Papa Atlantis qui voulait un peu protéger son fils lorsqu'il était dans la prise de soumission de Jericho et qui a lancé la serviette. Fait que, c'était comme une belle construction. J'ai aimé. C'est quelque chose que je savais pas avant. Tu me l'as fait découvrir pendant le match. Puis le match, j'ai trouvé bon. Fait que j'étais comme, parfait. Il y avait une belle histoire racontée à travers tout ça. Absolument. On a également eu une Statlander contre Sky Blue. Un bon match. Moi, j'ai aimé un bon match féminin. Sky Blue qui s'améliore de plus en plus aussi. J'ai bien aimé. Vraiment, elle avait eu une bonne chimie avec Statlander. La fluidité était là aussi. Fait que Sky Blue, qui, je pense, avait reçu quelques critiques lors de son début parce que la All Elite n'a pas vraiment de club école comme NXT. Donc, faut un peu que tu fais tes classes devant le monde, finalement. Tu survis un peu là, devant le monde. Mais là, on sent que Sky les Blue, fruits... c'est comme l'exemple parfait de quelqu'un qui tourne puis qui devient meilleur, là, qui s'améliore en tournant, t'es plus intense, plus violent, fait que ça améliore sa lutte, tu veux pas, en ayant un personnage un peu plus intense. Fait que c'est l'exemple parfait. Puis oui, super bonne, un bon rythme, j'ai trouvé, un super bon rythme de match, ce qui n'y a pas souvent dans les matchs féminins à la All Elite. Des fois, c'est un peu plus sloppy, malheureusement, mais c'est super le fun. Oui. Après, on a eu des bonnes promos également. On a d'abord la promo des Young Bucks avec Sting, All-In et Flair. C'est ça qui terminait le Dynamite, le Go Home. Et là, on a un peu... C'est comme une promo qui a comme essayé de faire un résumé de toutes les promos de Sting dans sa carrière. Oui. Avec un peu aussi un Ric Flair. Fait que là, on a les Young Bucks. Là. Ouais, on a les Young Bucks qui arrivent. Sont méchants. Il y a plein de gens avec des masques dans la première rangée, ils se mettent à les insulter un peu. Oh, en dessous d'un des masques, c'est qui? C'est Darby Allin. On se bat un peu. Hein? Finalement, on pogne le contrôle parce qu'on est 2 contre 1. Et qui qu'on appelle pas? On appelle Ric Flair. Ric Flair, qui est le plus méchant, le plus dirty player du business. Et là, qui avait rencontré les Young Bucks pour comme faire, c'est bon, je vais être de votre côté, je serai pas du côté de mon vieil ami. Qui est pas juste dirty, il est aussi très vieux. Très vieux. Il est très vieux. Et là, il arrive et finalement... Oh non, il fait un turn. Il va mourir! Il a plus de chance en plus. Fait que tu n'es pas trop fort. Et là, c'est ça. Il finalement fait un tourne, si on veut. C'est ça. Il tourne contre les Young Bucks et finalement, il est du côté de Sting et de Darby. Fait qu'il fait un petit poke dans un œil. Un coup que les Young Bucks scellent. Par la suite, on vend, on le frappe. Et qui arrive pas? La musique de Sting. Avec là, les Young Bucks se concentrent, vont sur la pente. Et là, un Sting, 64 ans, qui descend du plafond, attaché dans le dos. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur-là? Je comprends pas. C'est... Parce que t'es comme, il est attaché. Tu sais, n'importe qui essaie de défendre que c'est pas dangereux. Je suis comme, oui, c'est pas dangereux, mais ils ont demandé. Essaie de dropper, de tomber dans le vide, attaché par un petit mousquetaire, un mousquetaire. Mousqueton, merci. Dans le dos, pis t'es comme, c'est ça qui tient en vie. J'ai 64 ans, je drop. Ils ont demandé des conseils à la femme de Owen Hart pour être certain que tout se passe bien, ça a l'air. Ouais, un petit rire jaune ici, mais bon. Heureusement, on n'a pas vécu ça, mais... Il est pas mort! Il est pas mort. Puis c'est ça, tu sais, c'était impressionnant. Ça faisait un rappel aussi il a fait beaucoup de promos, surtout à la WCW à l'époque où il arrivait de cette manière-là. Ouais, exactement. J'ai bien aimé le clin d'œil. Le clin d'œil à Shawn Michaels. Puis j'ai aussi apprécié comment ça a été filmé, puis comment c'est, tu sais, on sentait pas que c'était long. Genre, comme, tu sais, il droppait, il relevait Darby. C'est Darby qui enlevait le mousqueton dans le dos. Tout était fluide, tu sais. C'était pas genre... Il y avait pas comme un technicien qui devait arriver puis genre tout gérer. Fait que... tout a été bien fait. Fait que c'était un beau petit rappel de l'histoire au complet de Sting. C'était moins fluide pour Rick, mais tout le reste. Ouais, exact. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'on veut... je pense que Sting doit tenir à ce que Rick soit là vu que...
Rick a été la personne qui l'a mis de l'avant en premier, puis qui a probablement donné son break au départ. Oui. Rick s'est battu il y a 6 mois. Ouais. Dans son 8e match de retraite. Ouais. Et dans le même Dynamite, on a également Will Ospreay. C'est un bon Dynamite tout de même. Oui, avec Will Ospreay qui est venu faire sa promo officiellement, membre de l'All Elite Wrestling, faire sa première promo en tant que personne sur le roster, sur le payroll. Il était venu une couple de mois, il avait dit j'ai quelques engagements encore avec New Japan. Je vous annonce que je n'ai plus d'engagement. Et il y a eu un petit accrochage avec Takeshita à la fin. Ils sont serrés la main. Ça va se pogner tantôt, là. Mais on va voir. C'est dans les prédictions, fait que vous pouvez aller les... Non, vous pouvez pas aller les remplir, mais vous les avez déjà remplis, si vous le savez. Vous avez même vu le match. Vu le match. Fait que vous savez qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un turn? On sait pas, nous. Bon mais match, peut-être. C'est sûr que c'est un bon. C'est sûr que c'est un bon match. Ospreay a sorti un épée de son dos, puis il a coupé la tête. Mais oui, belle promo. Puis je sais pas, en tout cas, je sais pas si ta conjointe de ton côté écoute la lutte avec toi, mais moi, la mienne, elle l'aime pas. Elle trouve beau. Ospreay, elle aime bien le petit accent anglais. Plus que Seth Rollins. Plus que Seth Rollins, et comme il y a un petit quelque chose, Will Ospreay. Fait que je suis pas bien placé pour en juger, mais je crois qu'il est plaisant à regarder, à écouter et à entendre pour certaines madames. Je ne mange pas de ce pain, mais un petit crouton. Un petit crouton une fois de temps en temps. Ben oui, mais moi je l'aime pas, Will. Hein. Il me fait un petit quelque chose. Il me fait un petit quelque chose. J'adore. Je pense que c'est Phil qui nous écoute, qui nous a envoyé à toi et à moi un match classique de Will Ospreay puis de Ricochet sur les Indies. Oui. C'est un spot, c'est incroyable. Les deux font juste rebondir sur l'autre. C'est incroyable de juste le noter. Will Ospreay, parfait. Oui. Merci Phil pour ça. J'ai bien aimé regarder ça. Ouais. Ensuite, on s'enchaîne vers SmackDown. On a déjà fait parler de la première demi-heure de SmackDown. Mais dans les matchs, moi j'ai bien aimé Santos Escobar contre Carlito. Ouais. C'était un match sans disqualification, en tout cas, Street Fight. Je sais pas c'était quoi le terme qui était collé, mais on avait beaucoup d'objets. Fait que j'ai entre autres bien apprécié le spot avec la poubelle où il y a comme au lieu de lui donner un coup comme ça, l'autre se protège, met la poubelle, pogne la chaise, donne un coup de chaise. Il me semble que c'est quelque chose que j'ai pas vu souvent, donner un coup de chaise. C'est quelqu'un qui a une poubelle dessus. Fait que ça a été bien fait, ça avait l'air très violent. Et aussi Carlito, tu voyais l'expérience là, de bien jouer avec la foule au début. Bon. Les chaînes qu'il y avait, vous voulez une table? On sort, tu sais, genre tout de suite. Là, on répond tout de suite à ce qu'il nous dit. Tu sentais la communication entre le public et Carlito. C'était très bien fait. Il est over, le monde l'aime. Très over, puis il a une fin surprenante aussi, tout de même, parce que je m'attendais à Escobar qui gagne, puis finalement, le retour de plein de monde. Et Rey Mysterio qui, tu sais, c'était genre, c'était très. What the fuck? Oh, oui. ça arrivait, let's go. Le monde backstage, let's go, on s'en va aider. Puis une victoire finalement de Carlito. Fait que je sais quoi, c'est ça. Ça m'a surpris comme match. J'ai bien aimé ça. Toi, t'as bien aimé aussi Austin contre. Austin Theory contre Randy Orton? Oui. Le genre de match super. Tu t'attends à quasiment un squash. Finalement, tu fais comme ok, mais ils sont parlés avant. Puis ils ont réussi à faire quelque chose de le fun. Puis on en a parlé tantôt. Kevin Owens au commentaire. Très drôle. Une belle. Très drôle. Il est incroyable. Il réussit à rendre peut-être qu'un match qu'on aurait pu sans contre-colisser. En même temps, Orton, il y a du fun de ce temps-là. Puis j'adore ça. Un Orton qui a du fun, ça paraît dans ses matchs. Puis un KO très fan de Orton présentement. J'ai l'impression que la petite storyline qu'on avait avec Monsieur Bro, on est peut-être en train de on est en train de la transférer peut-être du côté de Kevin Owens. Ouais, l'amitié, j'ai l'impression que pour la fin de carrière de Orton, ça serait pas mauvais qu'il y ait, pour le ménager un peu, qu'ils soient en équipe. Et peut-être que ce sera New Japan, peut-être que ce sera KO, la personne qui sera en équipe, parce que là, on sent qu'il est très fan. Et il va l'aider, puis il le dit, il le répète souvent. Et il continue également d'apprendre le français aux personnes américaines, parce que le mot, cette semaine, c'était le mot 9. Alors, lorsqu'on comptait, au lieu de dire 9, il a dit 9, puis il a fait, ça veut dire 9, puis là, il a commencé à expliquer ça. Fait que j'aime bien ça, la pédagogie de Kevin Owens pour le peuple américain. Ah oui. Maryville. Et ça fait le tour pour ce SmackDown-là. Et par la suite, on a Collision, le dernier, que t'as pas écouté, mais que j'ai écouté moi. Non plus. On était
pendant que Collision se passait, nous, on était en train de faire des blagues. Fait que, oui. on l'a pas écouté. Ben, dites-nous, vous. Ben, moi, je l'ai écouté. Je peux quand même. Fuck, je l'ai écouté. Je l'ai écouté, moi. Je me suis levé ce matin. Mais je peux te faire un petit résumé rapide. Moi, j'ai bien aimé il n'y a pas grand-chose. J'ai pas trouvé que c'était un très bon Collision. Ah ouais? Ouais. J'ai pas trouvé que c'est. Ils ont pas essayé de builder un peu pour. Oui, ils ont essayé de builder des trucs. Il y avait également le match qui finalement décidé que ça allait. Dante Martin. Je m'attendais à beaucoup de ce match-là. Dante Martin, El Zero Miedo, puis voyons, le Bounty Hunter pour un match de qualification. Je m'attendais à beaucoup. Finalement, le match était moyen. Okay. C'est plus 2 promos, moi, qui m'ont retenu mon attention. Fait qu'il y a eu une promo entre Tony et Diona où on a encore fait une belle séparation d'écran parfaite, même dans les. En tout cas, le côté noir et blanc versus couleur. Une belle intensité. C'était à la suite d'un match de Mario May qui était quand même bon. Mario May est très over, là, on dirait. D'un côté, il y a Tiffany Stratton, puis Mario May, c'est un peu le même genre, la même vibe, la foule l'aime. Elle pourrait avoir cette aura-là, si elle pourrait aller chercher la même. Ben, je la trouve. Elles sont un petit peu différents. On dirait Tiffany, je la sens plus green que Mario May. Oui, mais Mario May, elle a un charisme. 100%. Elle a un charisme très fort. Ouais. Les deux ont un charisme très fort. Ils ont un peu le même casting aussi. Puis, mais si moins mis de l'avant. Je pourrais pas dire qui est qui. Je suis désolé. Moi, je pense que je pourrais. Mais elle est moins mis de l'avant un peu. Elle est un peu comme personnage secondaire, Mario May. Un slow burn. On attend un peu. On prend notre temps avant de la mettre de l'avant. Là. Exact. Qui est parfait aussi, là, qui était très bon. Là. Exact. Puis ça construit un peu la réalité aussi avec Tony Storm, qui présentement sont amis, mais qu'à chaque fois, Tony vient un peu upstager la victoire de Mario May. Fait que, Mario May croyait que Tony venait la féliciter. Finalement, non, elle fait juste prendre le micro, veut parler de Diona. Fait qu'à voir s'il va avoir un impact sur le match que vous avez peut-être déjà vu à Revolution. Et l'autre promo que j'ai bien aimé, c'était Wardlow contre Chris Jericho. Fait que Wardlow, qui au micro a eu une belle intensité. C'est une des bonnes promos. Ouais. Wow. Des bonnes promos de Wardlow. Chris Jericho, qui faisait pas grand chose, il donnait plus la réplique. Mais Wardlow, tu sentais que ça venait de ses. Backstage ou dans le ring? Dans le ring. Okay. Wow. Tu sentais qu'il allait chercher une frustration de. Tu sais, il y a eu une belle feud contre MJF qui a monté, qui était tout près du main event. Et qu'après, tout s'est effondré. Et là, il a nommé ces choses-là dans cette promo-là, mais tu sentais la vérité en dedans qui était comme ça m'a gossé d'être si proche, puis de pas pouvoir. Fait il finit comme face la promo parce que son intensité fait que la foule est emportée, puis comme il est un peu de son côté. Il peut pas être heel, Wardlow. Non, mais il est heel. Il était heel, c'est juste que la manière qu'il l'a délivré, la foule a aimé ça, puis il a fini en se faisant applaudir. Depuis le début de Undisputed Kingdom, Wardlow, il est pas 100% in. En tout cas, ça a été bien fait. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on s'enligne vers ça. C'est juste on s'enligne sur 8 heures de lutte ce soir. On est dimanche après-midi. On s'enligne sur 8 heures de lutte. Je vais peut-être aller checker ça quand même. De prendre mon courage à Dieu. Ben, on va écouter beaucoup de lutte. Ouais, on va écouter beaucoup de lutte. Mais moi, j'ai bien aimé. Surtout pour l'intensité de Wardlow. Tu sentais que c'était authentique ce qu'il disait. Puis que ça venait du cœur. Puis j'ai l'impression que la formule des promos à la All Elite Wrestling fonctionne mieux quand ça vient du cœur. Ben oui. Plutôt que très scripté. Un peu plus comme la WWE. Les deux ont leur force, mais j'ai l'impression qu'on laisse plus libre cours à ce que les lutteurs veulent dire dans le ring. Et dans ce cas-ci, ça venait du cœur. Fait que très cool. Ça a percé l'écran. Cool. Chris Jericho, lui, ça venait pas du cœur. Lui, il était plus dans le texte, mais il donnait bien la réplique à un Wardlow. Jericho, c'est un des meilleurs. C'est une légende. Il peut faire ce qu'il veut, rendu à ce point-là, puis ça te dérange pas. Puis, je suis content pour Wardlow parce qu'il mérite gros fuck-up après MJF. Tant mieux pour ça. Ça fait pas mal le tour des 2 dernières semaines. Ça fait le tour de la dégustation. Alors, vous avez été mis à jour. Beaucoup de luttes qu'on a écoutées. Fait qu'on vous a fait un petit retour là-dessus. Vous, pendant toute cette période-là, qu'est-ce que vous avez préféré? Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre également. C'est quoi vos matchs de la semaine? C'est quoi les matchs de la semaine qui s'en viennent également pour nos prochains épisodes? N'hésitez pas à les mettre en dessous. Sinon, allez sur Facebook, Instagram, nous dire vos commentaires lorsqu'on publie les épisodes. Merci de nous suivre. On va le dire à chaque fois. Merci
de nous écrire, merci de liker, merci de partager la bonne nouvelle, comme si on était Jésus-Christ. Je suis fatigué. Ouais, t'es fatigué un peu. Ah, mais il va mourir! Sting va mourir à soir! Okay. Et on se laisse là-dessus. C'était Max Perriard et Pierre Gastonguay. Il va quoi, Pierre? Il va mourir! Ah, ciao.